Baltimore, à 70 km au nord de Washington. Elle est considérée comme la ville la plus dangereuse des États-Unis. Le quartier ouest, c'est le territoire de tous les trafics. Une zone de non-droit où même la police ne s'aventure que très rarement. Ah, cool! Voilà enfin mon dealer préféré! À cette heure tardive de la nuit, seuls les dealers et les consommateurs se risquent à sortir. Au milieu des maisons délabrées, la seule habitation allumée est une trap house. Autrement dit, un appartement abandonné, puis squatté par les dealers qui en ont fait leur quartier général. Laisse-moi la place, mec. Wow, fais pas trop le malin devant la caméra. Ce gang nous a exceptionnellement laissé entrer. Ce soir, ils sont 6 à tenir la boutique. La plupart sont mineurs, mais ils connaissent déjà toutes les ficelles du métier pour avoir commencé très jeunes. Pour des raisons évidentes de sécurité, ils portent tous des cagoules. Tout passe par cette petite fenêtre, véritable comptoir où les clients font la queue. T'en veux combien? 4. Mais 4 de quoi? Mais 4 de quoi? 4 de coke. Vas-y, donne-moi ta main. 40 $ de gagnés, une transaction qui aura duré quelques secondes à peine. Ça dépend de la journée. Tu peux faire 300 ou même 1000 $. Ça dépend de l'heure à laquelle tu commences. Si tu as de la mauvaise ou de la bonne drogue, peu importe. Dans tous les cas, ça se vend tout seul. C'est jour et nuit, non-stop, ça s'arrête jamais. On regarde passer les clients comme des trains. Héroïne, cocaïne, crack, le gang brasse jusqu'à 20 000 $ par semaine. Tiens, ça c'est pour toi. Pendant que le premier assure la vente de crack à la fenêtre, un second s'occupe de préparer les fioles, vendues 10 $ pièce. Ça, c'est du crack. C'est bon pour te défoncer. Pas besoin de balance, il est lui-même consommateur et connaît parfaitement les doses. Après la première taf, tu pars carrément loin. Cette merde, c'est la meilleure cam de toute la ville. L'homme à la tête de ce gang, c'est lui. Il se fait appeler King Ra, le roi Ra. Il a 21 ans, il deal depuis l'âge de 12 ans. Il est aujourd'hui l'un des 2 principaux barons de la drogue à West Baltimore. J'ai fait la tournée du quartier. Je suis passé voir tout le monde. Je la sens bien aujourd'hui. Et il n'arrive jamais sans une petite attention pour ses jeunes dealers, qu'il appelle ses soldats. Tiens, un mec, prends un bonbon. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine à travailler pour lui. Mais son gang a été décimé. Ils ont perdu 5 membres en 2 ans. Ici, le trafic de stupéfiants ne se fait pas sans armes. Et King Ra est très fier de nous les présenter. Ça, c'est un fusil à pompe. Prêt à l'emploi. Celui qui m'emmerde, je l'attends. C'est la folie ici. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux te faire flinguer comme ça, en un clin d'œil. Regarde ces flingues. Ils sortent de la boîte. Ils sont tout neufs. Acteurs mais aussi victimes d'une guerre de gang, les armes sont leur ultime moyen de survie. Nous, on fait que se défendre. On veut faire du cash, pas foutre la merde, tirer sur des gens et attirer l'attention. On veut pas des flics, on veut juste du cash. Pourtant, les coups de feu résonnent régulièrement dans le quartier. Une semaine avant notre tournage, le cousin de King Ra a été assassiné à quelques mètres devant le point de deal. Pour rendre hommage au leur, tombés sous les balles des gangs rivaux, les dealers décorent les poteaux électriques. Une sépulture sur le lieu du crime. Il a pris une balle dans la poitrine et une autre au visage. C'est comme ça qu'il est mort. Il n'avait que 16 ans. Baltimore, c'est la terre des meurtres. Et ça, ici, ça se passe tous les jours. Je t'embrasse, cousin. Chaque année à Baltimore, les règlements de compte liés au trafic de drogue font en moyenne 340 morts, un taux 2 fois supérieur à celui de Chicago, faisant d'elle la ville la plus meurtrière des États-Unis.
On la surnomme la Cité du Charme. Et on pourrait presque y croire en se baladant sur les quais de son port de plaisance, bordé de restaurants chics destinés à une clientèle haut de gamme, issue d'une vieille bourgeoisie locale. Son architecture majestueuse et centenaire participe aussi à ce lustre d'antan. Mais cette grande cité portuaire du nord-est des États-Unis, coincée entre New York et Washington, n'a aucun équivalent dans le pays. En plein cœur de cette ville de 600 000 habitants, des maisons abandonnées et des rues fantômes. Un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté et la ville possède un taux d'homicide 8 fois supérieur à la moyenne nationale. A younger man appears, gun pointed. Then he shoots. Gunshots fired. On la considère comme le symbole de l'apartheid urbain en Amérique. Avec une population aux 2/3 noirs, Baltimore est une ville où la ségrégation est l'une des plus visibles. Fréquemment théâtre d'émeutes, comme celle de 2015 après la mort de Freddie Gray, un jeune noir de 22 ans tué par la police. Une violence qui pousse les habitants à décréter chaque année un cessez-le-feu de 72 heures, comme dans un pays en guerre. La tuerie doit cesser, c'est un génocide qui dure depuis trop longtemps. Un défi fou dans cette ville où une personne est abattue en moyenne toutes les 26 heures. C'est bon signe quand t'entends des coups de feu. Ça veut dire que t'es encore en vie. Dans un tweet dévastateur, l'ex-président Donald Trump l'avait même qualifié de bordel dégoûtant, infesté de rats. Pourtant, rien ne l'a prédestiné à cette lente agonie. Deuxième ville, la plus riche des États-Unis au XIXe siècle, elle s'est construite autour de son port industriel, ouvert sur l'Europe. Puis les crises économiques successives ont fait fuir les populations blanches vers des quartiers périphériques, devenus des ghettos de riches. C'est ici qu'exerce Lorraine. Elle organise des mariages pour les plus grandes fortunes de la ville. Pour 200 personnes, je leur dis de s'attendre à dépenser entre 80 et 100 000 $ pour la journée. De riches investisseurs qui jouent de la mauvaise réputation de Baltimore pour s'enrichir. Comme cette maison, vendue moins d'1 million de $. À Washington, elle vaudrait entre 10 et 15 millions de $. Vous plaisantez? Mais à New York, probablement 40. Plus que n'importe quelle autre ville américaine, Baltimore est malade de ses inégalités, entre blancs et noirs, entre riches et pauvres. Vous savez, il y a Baltimore la ville et Baltimore la banlieue chic. Ça n'a tellement rien à voir. Baltimore, portrait inédit d'une cité à la dérive. Une ville unique, devenue la capitale américaine du crime. King Ra a laissé sa boutique tourner sans lui. Avec quelques-uns de ses soldats, il sillonne le quartier pour marquer le territoire. On va vers le centre-ville, là où ça se complique toujours. Quand un bruit assourdissant attire leur attention. Des dizaines de motos et de quads à toute vitesse, sans aucune protection. C'est à Baltimore qu'est né le dirty biking, la pratique sauvage du motocross en milieu urbain. Ici, la police ne chasse pas les gangs de motards, trop dangereux d'intervenir. Et pourtant, les accidents sont légion. King Ra reçoit un message inquiétant. Il y a un mec qui s'est fait shooter par un camion de pompiers, juste là-bas. Il paraît qu'il est mort. Il y aurait même son cerveau par terre. Les membres du gang sont surexcités. Un camion de pompiers en intervention vient de percuter la dernière moto du cortège. Un jeune homme de 22 ans est mort sur le coup. Son corps a été retiré. Mais il reste encore les traces de la collision, stigmates de la violence du choc. King Ra et son gang sont aux premières loges. Réflexe immédiat,
Prendre des photos qui finiront quelques minutes plus tard sur les réseaux sociaux. Oh frère, je sais pas qui t'es, mais repose en paix. Le quartier est immédiatement sécurisé. C'est le genre d'événement qui peut mettre le feu aux poudres dans un climat de tension permanente entre les jeunes et la police. Les témoins, eux, sont en état de choc. J'ai vu arriver les pompiers, ils venaient de là-bas. Je pensais qu'ils allaient ralentir au carrefour. Mais ils ont accéléré. Je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont le faucher. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont foncé dans le carrefour, ils ont percuté la moto et quand ils se sont arrêtés, ils ne sont même pas descendus du camion. Visiblement très marquée, la jeune femme accuse les pompiers. Ils ont percuté la moto et quand ils se sont arrêtés, ils ne sont même pas descendus du camion. Mais une autre témoin de l'accident va prendre leur défense. Calme-toi. Arrête de t'énerver contre les pompiers. C'est la faute des motards, pas des pompiers. Il aurait dû s'arrêter. Le camion de pompiers arrivait par là. La moto aurait dû s'arrêter, mais le mec a grillé le feu. C'est de sa faute s'il est mort, pas celle des pompiers. Kingra et son lieutenant font revenir deux jeunes motards qu'ils connaissent bien pour leur montrer les images prises après l'accident. Le plus jeune arbore le portrait de l'un de ses amis, décédé quelques semaines plus tôt. Il vient ce soir d'en perdre un second. Ici, on porte la mort en étendard. Le lieutenant de Kingra lui fait un rapport, vidéo à l'appui. Regarde, il y en a partout. Tout ça là, c'est son sang, mec. Allez, vas-y, casse-toi avant que les flics reviennent. Lors des 2 derniers mois, 37 personnes sont décédées de morts violentes à West Baltimore. La pauvreté, la drogue et le trafic d'armes ont gangréné ce quartier du centre-ville qui ressemble à une zone de guerre. Cette situation dramatique trouve son explication dans l'histoire récente de la ville. Tom Williams connaît chaque recoin de Baltimore. Selon lui, cette violence endémique est le funeste héritage d'une politique de logement raciste. En tant qu'agent immobilier, nous devons comprendre le passé racial particulièrement affreux de notre ville. Nous devons apprendre de nos erreurs afin de les réparer. Vous savez, c'est à Baltimore qu'a été inventé le concept de ligne rouge. La ligne rouge, un outil discret de ségrégation dont les autorités ont fait usage jusque dans les années 60. Des quartiers entiers attribués aux Noirs et d'autres aux Blancs. Des plans d'urbanisme qui ont enfermé les communautés dans des ghettos. Sur cette carte, coloriée en rouge, le centre de Baltimore, historiquement attribué aux populations noires. C'est exactement dans ces zones devenues extrêmement pauvres que la criminalité explose aujourd'hui. En tant qu'agent immobilier, aujourd'hui, je n'ai évidemment plus le droit de favoriser certains quartiers en fonction de la couleur de peau. Si un acheteur cherche une maison à 400 000 $, je lui fais visiter toutes celles que j'ai dans son budget, partout dans la ville. Et même dans les quartiers auxquels il ne penserait pas. Nous avons cet héritage d'une ville coupée en deux. Nous voulons rompre avec ce passé ségrégationniste. Nous continuons à rouler en compagnie de Tom. Nous sommes à 10 minutes à peine des cités du centre-ville. Et là, changement de décor. Nous entrons dans le quartier de Roland Park. Regardez cette architecture. Trop cool. Cette maison est si belle. Elle est en vente 1 200 000 $ et je pense qu'elle va se vendre pour moins que ça. Il n'y a que de sublimes demeures partout ici où vous pouvez vivre comme un roi. Là, nous sommes très proches du Baltimore Country Club, où l'inscription coûte 100 000 $ par an. Juste pour dire qu'il y a aussi des gens très riches à Baltimore. On peut y vivre très bien. Tom est agent immobilier depuis 10 ans. Il a rendez-vous ce matin avec une riche cliente. C'est une maison majestueuse. Elle est sur le marché à un peu moins d'1 million de $. Elle a été construite en 1926.
Elle est magnifique. C'est l'un des quartiers les plus recherchés par les familles ou pour les personnes qui veulent vraiment de l'espace à Baltimore. Bonjour Sally, bienvenue. J'adore, c'est sublime. Parfait. Comment ça va aujourd'hui? Contente de vous voir. Mais moi aussi. C'est merveilleux. Vous arrivez de Washington? Oui, j'étais là-bas aujourd'hui. Eh bien, je pense que c'est une excellente option. Il y a 6 chambres. Ça conviendrait à votre famille et vos invités. Sally Furlong a 40 ans et travaille dans la pub à 60 km d'ici, à Washington. Mariée et mère d'une petite fille, elle est à la recherche d'une maison de maître. C'est magnifiquement refait. C'est moderne, mais ça s'inscrit dans l'époque de cette maison. Un espace pour votre propre salle de billard, vous disposez d'une salle de ping-pong, votre propre bar, et là-bas, dans la salle de télé, bien sûr, vous pouvez regarder tous les matchs des Ravens de Baltimore. Super! Sally Furlong semble enchantée par cette maison de 400 mètres carrés sur 3 niveaux. D'autant qu'elle sait pertinemment que sur la côte est des États-Unis, il n'y a qu'à Baltimore qu'elle peut s'offrir une telle demeure. C'est très beau. On est vraiment dans la tradition architecturale de Baltimore. Et je vais vous dire, pour moi, qui vient de Washington, il ne fait aucun doute que cette maison vaudrait entre 10 et 15 millions de dollars. Vous plaisantez? Mais à New York, probablement 40. Oh oui, facilement. Cette working girl appartient à une génération qui a découvert le télétravail et le mode de vie qui l'autorise. Dans ce quartier, les nouveaux clients de Tom Williams viennent tous de grandes villes comme New York, Philadelphie ou Washington, profiter d'un prix de l'immobilier très attractif, dû entre autres à la mauvaise réputation de Baltimore. La sécurité est-elle un réel problème à Baltimore? Ici, pour moi, les caméras, c'est pas une question de sécurité. Ça sert plus à surveiller les enfants ou l'arrivée d'un livreur. Je ne le vois pas comme un dispositif de sécurité, en fait. Nous avons tous vu des images de Baltimore dans les médias. Vous savez, chaque ville a une réputation qui est montrée dans les JT, et celle de Baltimore est mauvaise. En plus, c'est une si petite partie de Baltimore, une si petite portion de la communauté. Et comme je le dis toujours, c'est pas pour rien qu'on surnomme Baltimore la ville du charme. Sally Furlong semble totalement déconnectée de la réalité quotidienne de la grande majorité des habitants de Baltimore. Et pour cause. La communauté blanche n'est finalement que très peu touchée par la criminalité. En 2020, seuls 11 blancs ont été abattus sur les 335 morts comptabilisés. Retour à West Baltimore, le quartier des dealers. Il est 22 h. Au volant de cette voiture, Jermaine Woodard, un travailleur social de 44 ans. Sur le Martin Luther King Boulevard, la situation est tendue. La police est partout. Certaines rues ont même été fermées à la circulation. Nous faisons demi-tour. Un coup de feu retentit dans la nuit, puis un second. Jermaine ne semble pas paniquer. L'habitude, sans doute. Un jour, un mec m'a dit « C'est bon signe quand t'entends des coups de feu. Ça veut dire que t'es encore en vie. » Jermaine est un ancien criminel. Dealer respecté, puis condamné pour meurtre à 17 ans. Il a fait 21 ans de prison. En fait, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Quelqu'un peut te buter à n'importe quel moment. C'est comme ça, mec. Nous arrivons au cœur de la cité McCullough. Plusieurs fois par semaine, Jermaine vient à la rencontre des gamins du quartier et fait le tour des différents points de deal. Il considère ce nouveau travail comme une dette qu'il doit encore à la société. Bienvenue à McCullough Street, les gars. On est à l'ouest de la ville. Venez. Suivez-moi. Ici, Jermaine est une légende, le bad boy repenti, devenu grand frère. Rares sont les travailleurs sociaux qui, comme lui, passent des nuits entières à arpenter les rues à la rencontre des gangs et des dealers. Aujourd'hui, vous savez que Baltimore est considérée comme la 10e ville la plus dangereuse du monde?
Avant ici, c'était quand même différent. La famille était forte et soudée. Si l'un de nous s'apprêtait à faire une grosse bêtise, un autre lui disait « Je vais le dire à ta mère ». Et du coup, on n'avait pas le choix. On se tenait à carreau. On avait plus peur de nos mères que de la police. Ils nous enferment ici comme dans un zoo. Ils nous prennent pour des animaux. Jermaine nous emmène sur un point de vente. Herbe, crack ou opiacés, on y trouve un peu de tout. Sans lui, impossible de filmer sur cette avenue. 16 personnes y ont trouvé la mort durant les 15 jours de notre tournage. En patrouillant entre les différents blocs de la cité, Jermaine aperçoit un jeune dealer qu'il connaît déjà. Il va tenter de lui faire la leçon. Tu dois te concentrer sur ta musique, mec. Il n'y a que comme ça que tu t'en sortiras. Tu vois ce que je veux dire? Fais comme moi, reviens sur le droit chemin. Je veux que tu restes vivant. Appelle-moi dès que tu en as besoin. On peut faire de la musique ensemble si tu veux. On va tout faire pour te sortir de là. De toute façon, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Bye, je t'aime mon pote. Jermaine tient à nous montrer comment fonctionne le business dans le quartier. Direction une autre trap house, comme celle des dealers de crack. C'est un point de deal. Il y en aurait une centaine comme celle-ci à West Baltimore. Lui, c'était mon pote de cellule. Sens-moi ça, mec. De la pure Purple Haze, en direct de Baltimore. Écoute-moi, c'est comme ça que ça se passe ici. Ou tu manges, ou tu crèves la dalle. Ou tu te fais marcher dessus, ou t'écrases les autres. Regardez comment la lutte pour survivre ici est réelle. Là, les mecs ne sont pas en train de jouer. Ils sont la preuve vivante que ce monde, c'est l'enfer. En tant que dealer, pour survivre, il faut être capable de tuer. Et Jermaine est passé par là. En 1994, Jermaine a 17 ans. Il est déjà un dealer redouté par ses ennemis. Une guerre de territoire fait rage. Il défend le sien et tue un homme. Retour sur les lieux du crime. Il pleuvait ce soir-là. 3 de mes mecs descendent la rue, armés jusqu'aux dents. Nous, on a assez de munitions pour éliminer une petite armée. On s'assure que personne ne vient sur ce bloc. J'ouvre le feu. Il tombe. Je tire à nouveau. Je m'assure qu'il est maîtrisé. Je tire encore. Je me tiens au-dessus de lui. Je lui tire de la tête aux pieds. Les gens ont repeint depuis. Mais les impacts de balles sont juste ici. Il m'a supplié pour sa vie. Mais je l'ai quand même prise. Est-ce que vous pensez avoir changé de destin ce jour-là? Si tu es un être humain et que quelqu'un te dit « S'il te plaît, ne me tue pas », tu gardes ça en toi pour le reste de ta vie. Tu ne peux pas oublier des mots comme ça. Mais je l'ai quand même exécuté. Je sais juste que si j'avais pu enlever les balles de son corps et les remettre dans mon pistolet, je l'aurais fait. Tu sais, je l'ai regretté immédiatement. C'est ce que j'ai ressenti dès que j'ai eu fini. Je l'ai regretté. C'est ici, au cimetière du Mont Zion, que sont inhumées la plupart des victimes de cette guerre des gangs. Ce matin, Rochida Murray et son fils Jarod, 8 ans, sont venus se recueillir sur les tombes de Roderick et Romar, les jumeaux de cette femme de 48 ans, tuée à l'arme automatique.
Salut mes garçons. Je vous ai apporté des ballons. Ils aiment qu'on pense à eux et qu'on leur montre à quel point on les aime. Je suis venue ici pour ça. Leur montrer à tous les deux mon amour. C'est difficile pour moi de venir ici. Je rends visite à mes enfants dans un cimetière. Personne ne peut comprendre cette douleur. J'essaie juste de gérer tout ça. J'essaie juste de donner un sens à toute cette souffrance. Je reviens vite vous voir. Difficile pour Rochida Murray de faire son deuil, surtout quand les enquêtes judiciaires piétinent. 2 personnes ont massacré mon bébé devant ma maison. Et personne n'a rien vu. Mais pendant 6 ans, ils ont permis à l'assassin de vivre comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'il soit assassiné à son tour. Je me demande combien de temps il faudra avant qu'il découvre qui a tué Romar, mon 2e fils. Seul un crime sur 10 est résolu et jugé. Un bien maigre bilan qui ne fait que renforcer le sentiment d'injustice dont est victime cette communauté. Aujourd'hui, Rochida dédie sa vie à préserver celle de son fils Jarod et de sa nièce Riley des dangers de la rue. Jarod, tu t'es brossé les dents? Oui, je l'ai fait. Quand? J'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire, maman. Après l'assassinat de ses 2 enfants, Rochida a tout perdu, son emploi et même son toit. J'ai craqué en 2019 et je suis passée par une phase de vie compliquée. J'ai perdu mon emploi et je me suis retrouvée SDF. J'y pense toujours beaucoup. Toujours au chômage, Rochida Murray bénéficie aujourd'hui d'un logement social qui lui a permis de conserver la garde de Jarod. Qu'est-ce que tu as autour du cou, Jarod? Une photo de mes 2 frères morts. L'histoire de Rochida et Jarod est le triste symbole de centaines de familles décimées chaque année par les armes. Elle a récemment intégré une association qui aide financièrement et psychologiquement les mères désespérées à tenir le coup. Ma maman est la meilleure de toutes. C'est terrible. Aujourd'hui, les gens craignent pour leur vie. On a peur quand on sort pour passer un bon moment, pour aller au parc, s'amuser, faire une petite fête ou un barbecue. Tu ne sais jamais si un dingue ne va pas débarquer. Quand ils sont énervés, ils ouvrent le feu et ils commencent à tirer dans tous les sens. Je vais à l'école. Au revoir, Jarod. Tu vas me manquer. Mets ton masque. Oui, je t'aime, maman. Moi aussi. Enrayer la violence à Baltimore, personne n'y est encore parvenu à ce jour. Pourtant, les initiatives citoyennes ne manquent pas. Et la plus médiatique s'appelle le ceasefire. C'est le week-end du cessez-le-feu. Cessez-le-feu, un terme habituellement employé lors d'une guerre, il est ici symbole d'espoir. Chaque année depuis 2017, c'est un véritable challenge que s'est fixé Erika Bridgeford, l'organisatrice de cet événement. Personne ne doit mourir assassiné à Baltimore pendant 3 jours. Si quelqu'un se fait tuer durant le cessez-le-feu, on ne met pas fin au week-end. Le programme continue. On fait simplement une pause où l'on retrouve la famille de la victime et on leur témoigne notre amour et notre soutien. Handicapée depuis sa naissance, Erika Bridgeford est devenue activiste en créant le ceasefire à la suite de drames successifs dans sa famille. En 2 ans, elle a perdu son frère, son beau-fils et ses 2 cousins, tous assassinés lors de règlements de compte. Depuis sa création, le ceasefire a fonctionné une seule fois. 11 jours sans meurtre. Un record, c'était en 2017. 2 hommes ont perdu la vie.
Leur nom et âge n'ont pas encore été divulgués. Le ceasefire est aussi l'occasion pour Erika de rendre hommage à toutes les personnes tuées depuis la dernière édition. Le fils de ma meilleure amie a été assassiné, il avait 23 ans. Nous étions enceintes en même temps. Il était comme un fils pour moi. Et maintenant, il est parti. Je suis tellement désolée. Ça ira, ça ira. Ça ira. Ici à Baltimore, il y a plus d'homicides par habitant qu'au Honduras, qu'au Guatemala ou qu'en Afrique du Sud. Pendant toute la durée du cessez-le-feu, Erika est en lien permanent avec la police locale. Elle sera prévenue en cas de fusillade. Nous n'avons pas encore eu d'alerte. C'est bon signe. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais nous allons continuer à répandre la joie et l'amour. L'initiative d'Erika Bridgeford est soutenue par les autorités locales, impuissantes face à l'ampleur de la catastrophe. Style ultra cool, costume bien coupé, Brandon Scott, 37 ans, est le maire démocrate de Baltimore. Allez, c'est parti pour le cessez-le-feu. Le ceasefire est devenu pour lui un événement incontournable. L'occasion de rassembler la communauté noire, son électorat qui constitue 69% de la population de la ville, mais surtout la première victime des violences armées. C'est ma ville, Baltimore. Avant d'être élu, je faisais partie de cette communauté. Je suis maire parce que je suis un enfant de Baltimore. Pas pour devenir une personne puissante. Je veux que les gens me voient, soient avec moi, me sentent et sachent que je suis comme eux. Conférences, messes. Erika Bridgeford, l'organisatrice, est partout pour prêcher la bonne parole. Merci à vous d'être ici aujourd'hui. Même Michael Harrison, le chef de la police, s'est déplacé. Une police souvent incriminée pour sa totale incapacité à agir. Nous arrêtons de plus en plus de gens. Nous avons réellement progressé dans notre engagement vis-à-vis de la communauté. C'est un long processus, mais nous avançons. C'est pour ça que j'ai tenu à être présent aujourd'hui, pour montrer à tous que nous sommes unis et que nous avons besoin de l'aide de tous. Pour contredire l'optimisme du chef de la police, c'est à ce moment-là qu'Erika reçoit le message tant redouté. Je vois que là, vers 3h15, quelqu'un a été abattu. Le ciel vient de lui tomber sur la tête. Le ceasefire 2021 aura tenu à peine 34 heures. On envoie de l'amour à la famille de la personne qui s'est fait tirer dessus. Avoir le corps criblé de balles, même si tu ne meurs pas, ça change ta vie. Le corps humain n'est pas fait pour être traversé par des balles. Nous nous rendons sur les lieux de la fusillade. Un jeune homme noir de 27 ans est mort, un de plus. Un point supplémentaire sur la carte des meurtres répertoriée en 2021 et réactualisée chaque jour par la police de Baltimore. Pour se sentir en sécurité, direction le nord de la ville. Vu du ciel, se dessine un autre ghetto. Des domaines somptueux, vendus plusieurs millions de dollars. Voici la propriété de Tom Mooney, un influent promoteur immobilier. Ce week-end, il marie sa fille. Tout le monde pense que je suis le père de la mariée, mais en fait, je fais tout ici. La famille de Tom est installée ici depuis 3 générations. Construite en 1922, cette maison totalise 300 mètres carrés, un terrain d'1 hectare et une très jolie piscine. L'endroit idéal pour un mariage à l'abri des regards. Sous cette immense tente, Lauren Corrigan, une jeune femme de 32 ans, est en plein rush. Si on a besoin, ce sera mieux de mettre 9 projecteurs au lieu de 8. Ceux-ci, je vais juste les aligner au centre, juste au-dessus du banc, un peu comme ça. Lauren Corrigan, c'est la reine de l'événementiel de luxe à Baltimore. C'est à elle qu'a été confiée l'organisation de ce mariage qui aura lieu demain.
Un an de travail pour satisfaire la famille Mounet et ses 200 invités, parmi les plus riches citoyens de la ville. La cérémonie aura lieu dans le patio et le cocktail sera servi derrière la tente, au bord de la piscine. Je vais vous montrer où se trouve l'arrivée d'électricité. Lorraine a fait des événements de prestige, sa spécialité. Ce mariage, c'est son plus gros budget de l'année. Les fleurs sont magnifiques, vraiment. Je crois que la facture va se situer entre 13 et 15 000 dollars. Lorsque des couples me consultent et me disent qu'ils aimeraient un mariage à domicile avec environ 200 personnes, je leur dis généralement de s'attendre à dépenser entre 80 et 100 000 dollars. La grande majorité des clients de Lorraine a déserté le centre de Baltimore. Et une autre communauté s'est formée ici, celle des familles les plus huppées de la région. Cette ville est magnifique, mais pour être honnête, la criminalité est un réel problème. En termes d'espace et de sécurité, beaucoup de gens font le choix de venir vivre dans ce coin. Ma famille aussi d'ailleurs. Nous ne sommes pas différents des autres. Kingsley, la future mariée, a 29 ans. Ces demoiselles d'honneur sont toutes issues comme elle de la bourgeoisie locale. Ces amitiés sont nées sur le campus de Johns Hopkins, la célèbre université de Baltimore. Oh, tu es tellement jolie. Connor, le futur époux, est un jeune et brillant avocat de 30 ans. Il reçoit les dernières consignes de Lorraine pour la cérémonie. Vous préférez que vos parents marchent ensemble vers vous ou que vos parents avancent jusqu'à la mariée avec vous? On peut le faire de différentes façons. Est-ce qu'on peut revoir les différentes possibilités? Ça serait moi seul qui marche? Traditionnellement, vous avancez ensemble, ensuite votre père se tiendra à côté de l'autel. Ok, c'est parfait. Ici, tout le monde se connaît. Un Baltimore ultra privilégié. Comment ça va? Un entre-soi composé des grandes familles historiques de la ville en quête de luxe et de sécurité. Je suis Lorraine, l'organisatrice. Je pense que j'ai déjà rencontré tout le monde excepté les demoiselles d'honneur. Ça va bien? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans les répétitions afin que vous soyez tous à l'aise avec le déroulement de la cérémonie demain. Allez, super, c'est parti. Ici, c'est une petite ville et tout le monde se connaît. Vous savez, ils font tous du business entre eux. Comme Kingsley, ils ont tous grandi ici. Sa grand-mère vivait ici, sa mère vivait ici, Kingsley a vécu ici. C'est vraiment une toute petite communauté. Même le pasteur protestant, qui unira demain les futurs époux, est un proche du père de la mariée. C'est mon meilleur ami. On se connaît du lycée, le parrain de la mariée. Je l'ai jamais vu aussi nerveux. Tom et sa femme se sont mariés il y a 31 ans ici même. Donc le mariage de leur fille a une très forte résonance dans notre communauté. Lorraine ne laisse rien au hasard. La réussite de ce mariage est pour elle le gage de signer d'autres juteux contrats au sein de cette communauté. Aurez-vous les bagues demain? Ouais. Ah oui, bonne question. La meilleure chose à faire est de ne pas les garder dans leur boîte. Je sais que c'est effrayant, mais simplement dans la poche. Dans la poche? Oui, dans votre poche. Dans ma poche droite? Ouais, parfait. Demain, la cérémonie aura lieu, non pas dans un édifice religieux, mais ici même, dans l'intimité du domaine familial. Pour Lorraine, comme pour la famille Mounet, l'enjeu est énorme. Il faut que tout soit parfait. Ce mariage sera scruté par les 200 invités, parmi les plus puissants de la ville. Nous retrouvons Kingra, le dealer de crack de West Baltimore. Aujourd'hui, toujours accompagné de ses soldats, il est venu assister à un match de football américain et voir jouer ses anciens potes de lycée. Le football, le rêve qui aurait pu sauver Kingra du business de la drogue. Donc tu faisais du foot avant? Ouais, je joue au foot. J'ai commencé à 4 ans et j'ai joué jusqu'à 18 ans. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté. J'ai toujours l'envie pourtant. Je joue en attaque. Et pourquoi tu joues plus? J'ai terminé le lycée et je n'ai pas eu de bourse. J'ai pas eu de bourse.
Si Kingra a commencé à dealer dès l'âge de 12 ans pour subvenir aux besoins de sa famille, il était aussi un élève sérieux. Il a même eu son bac. Problème, aux États-Unis, seuls 9% des étudiants issus des classes défavorisées vont à l'université. Je voulais jouer chez les pros. C'était mon rêve absolu. Mais maintenant, je n'y crois plus. Et donc je suis là, sur le bord du terrain, à regarder le match. C'est l'histoire de ma vie. Un peu gêné de se livrer devant les autres membres du gang, Kingra nous demande de le retrouver dans sa voiture à la fin du match. Nous allons vite comprendre que derrière le chef de gang se cache un gamin de 20 ans, encore plein d'espoir et de rêves. C'était comment de grandir à Baltimore? Grandir ici, c'est dur, mais je jouais au foot, j'allais à l'école. J'étais un enfant normal. Je suis fatigué de cette vie. Pratiquement tous ceux avec qui j'ai grandi sont ou en prison ou morts. Donc c'est quoi ton but? Comment tu comptes t'en sortir? Faire de l'immobilier, investir dans des business. Donc tu te vois comme un chef de famille? Un businessman? Complètement, et même plus que ça. J'essaye d'acheter de la pierre, des propriétés comme celle-ci. Je veux racheter tout le quartier en fait, tu comprends? Pour tout détruire et tout rebâtir. Kingra, le dealer, se rêve en bâtisseur. Nous lui demandons de nous montrer où se situera son futur programme immobilier. Il arrête la voiture au pied de l'immeuble où il est né. Donc c'est ici que t'as grandi? Oui, monsieur. J'ai grandi ici même. Dans le pire des enfers. Regarde. Ici, c'est la sélection naturelle. La loi du plus fort. Sérieusement, c'est ici que j'ai grandi. Et c'est ici que je prévois de tout racheter. C'est complètement dingue. Regarde, ça a cramé et tout le reste est vide. On mérite mieux que ça, non? Kingra n'est pas dupe. Sortir de la rue et du business de la drogue sera très compliqué. Mais à Baltimore, il en est un qui a quand même réussi. Deux 4x4 blindés, vitres fumées, entrent dans une propriété du nord de la ville. Voici Ricky Vaughn, 44 ans, un ancien SDF, devenu multimillionnaire. Je passe juste faire un petit coucou à la famille. Ricky Vaughn, c'est un miracle, l'incarnation du rêve américain, un symbole vivant à Baltimore. Ça fait du bien d'être à la maison. Nous avons des invités ce soir. Déscolarisé à 14 ans, il grandit dans la rue. Puis il décroche un premier emploi de serveur chez McDonald's. Il devient directeur de ce fast-food à 18 ans. Aujourd'hui, à la tête de sa propre franchise, il possède 122 restaurants à travers tout le pays et dirige plus de 500 employés. Sa femme est la directrice générale du groupe. Ici, on parle toujours affaires. Tout le temps, on ne parle que de business et de notre prochain projet. T'es d'accord avec moi? Non, mais... Même le soir de notre nuit de noces. Vous savez, elle a raison, c'est fou. Lors de notre nuit de noces, après avoir dîné, nous avons parlé des restaurants. Bon, maintenant, je vais être honnête. Parfois, j'aimerais que ça s'arrête et pouvoir parler d'autre chose. Mais quand vous avez 500 employés, il y a toujours un truc à faire. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'avoir une responsabilité envers toutes ces familles et ces employés. Toujours accompagné de son garde du corps, Ricky nous donne rendez-vous le lendemain matin au cœur de East Baltimore, son quartier d'origine. Vous habitiez dans ce quartier?
Oui, j'ai grandi à l'angle de Ashman et Hoffman, juste à côté. Ah, ok. Vous savez qui je suis? Je suis Ricky Vaughn. Je suis le gars qui s'est présenté à la mairie de Baltimore. Je suis le mec qui possède les restaurants à Baltimore. Et nous envisageons d'ouvrir un supermarché ici, dans ce quartier. Ah oui, nous en avons besoin. Nous allons faire des courses, justement. Je viens d'acheter une maison ici. Très attaché à son quartier, il a pour projet d'y ouvrir un supermarché. Faire du business, mais surtout redonner accès à une alimentation de qualité aux populations les plus pauvres. On va le faire. Oui, on cherche à implanter des supermarchés dans ces déserts alimentaires. On va avoir un supermarché. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant d'emménager dans cette maison, j'ai demandé à Dieu. S'il vous plaît, mettez-moi quelque part où il y a des arbres et un supermarché. Ouest, est, sud-ouest, nord-ouest de Baltimore, tous ces quartiers sont devenus des déserts alimentaires. Ils ont perdu tous leurs points de vente. Regardez, vous avez juste un dépanneur qui vend du poulet gras et de l'alcool, mais pas de supermarché. Nous allons nous battre pour que ça change. Nous avons donc fait le test et quadrillé le quartier. Pas une boutique, pas une épicerie. Les rares commerces ont baissé le rideau. East Baltimore, c'est 285 000 habitants et un seul supermarché. Il faut donc faire des kilomètres pour se nourrir correctement. Comment vous allez, ma petite dame? J'ai enterré ma sœur aujourd'hui. Vous avez enterré votre sœur aujourd'hui? Non, ma belle-sœur. Toutes mes condoléances. Je suis désolé. Nous n'avons même pas de siège dans nos arrêts de bus. Nous envisageons de remettre un supermarché dans cette zone. Ce serait sympa. Quelle distance vous devez parcourir pour aller au supermarché? 8 rues. 8 rues? 8 rues pour acheter à manger? Quelle tristesse. Je suis désolé pour ça. Allez, venez, on vous emmène. Merci beaucoup. Je vous présente encore toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est installer un supermarché indépendant qui appartiendra à la communauté, qui vendra des fruits frais, des légumes frais. Et nous allons employer des gens d'ici, redynamiser ce secteur. Il est hors de question que je gagne de l'argent partout dans le pays sans le réinvestir ici, où nous en avons besoin. C'est grâce à des initiatives comme celle de Ricky que ces quartiers pourront renaître un jour de leurs cendres. À 15 minutes de là, dans le quartier huppé de Lutherville, c'est le grand jour chez les Mooney. Il est 8 heures, Lorraine, la wedding planeuse, est déjà sous pression. On va commencer par Frank Sinatra. Je vais vous donner le morceau. Après, on enchaîne sur Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. Pour Lorraine, c'est le début d'une course contre la montre. Les 200 invités du mariage sont attendus dans quelques heures à peine. Bonjour. Kingsley. Comment allez-vous? Comment ça avance de votre côté? Bien. Mallory a eu besoin de retourner chercher les fleurs. Elle a dû faire 3 voyages. Il y en a tellement qu'on pourrait les voir depuis l'espace. Coiffé et maquillé, Kingsley rejoint ses demoiselles d'honneur pour la traditionnelle photo. Je suis pas douée pour le champagne. Si l'ambiance sur le canapé semble innocente, je commence à installer les câbles. Ça va me faciliter la vie. L'atmosphère est beaucoup plus studieuse sous la tente. Musiciens, cuisiniers, serveurs, Lorraine a salarié 50 personnes aujourd'hui pour rendre cet événement inoubliable. Des petites mains, pour la plupart issues des quartiers difficiles du centre-ville, mais ici, personne n'est dupe. Vous savez, il y a Baltimore la ville et Baltimore la banlieue chic. Ouais. Ça n'a tellement rien à voir. Il y a celui dans lequel vous aimeriez vivre et l'autre pas du tout. Pour Lorraine, opposer les communautés ne sert à rien. Elle voit plutôt en ce mariage, facturé $100 000, une réelle opportunité.
Aussi idiot qu'il vous paraisse de dépenser autant d'argent pour un mariage aussi luxueux, cela rapporte beaucoup d'argent aux citoyens. Il y a donc une vraie valeur ajoutée dans la promotion de ce genre d'événement. Et comme je le dis souvent, l'argent, c'est du revenu. Il y a un réel retour sur investissement. C'est bon pour tout le monde. Il est 15 h. Cachée au fond du jardin, Lorraine donne le top départ de la cérémonie. Les 200 invités sont arrivés. Dans l'assistance, des chefs d'entreprise, des banquiers, des avocats. The place to be à Baltimore en ce samedi du mois d'octobre. Avec ma foi et mon amour éternel. Unissez vos mains. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Tout s'est bien passé. Parfaitement à l'heure. La musique lancée au bon moment. Température idéale. Je suis hyper contente. Lorraine va s'effacer au profit de son équipe. Pour mieux comprendre ce monde à part, Tom, le père de la mariée, tient à nous présenter deux de ses amis. David DiPietro et Michael Brooks, des financiers à la tête d'une fondation caritative qui investit dans l'hébergement des sans-abri et la promotion des besoins éducatifs. Ils veulent savoir si Baltimore est vraiment différent de tout ce qu'on entend tous les jours aux infos. Les deux hommes ont un objectif commun. Créer du lien entre leur Baltimore et celui déshérité du centre-ville. Il y a un grand pourcentage de la population qui est coupée du monde, qui manque de ressources et qui n'a pas accès à une éducation de qualité. Grâce à l'entreprise de Michael, qui a sa propre fondation, nous encadrons tous les deux des enfants du centre-ville. Vous savez, c'est un énorme enjeu pour nous. Un toast? Mais le son de cloche n'est pas le même pour tout le monde. Ça a l'air délicieux, mais je passe mon tour. Dimitrius Profik a 17 ans. Il est originaire de West Baltimore. Lycéen, il est venu faire un petit extra aujourd'hui dans un monde qui lui est totalement étranger. Ce Baltimore est très différent de l'autre Baltimore. L'écart est si important entre cette maison et les quartiers situés à quelques kilomètres qu'on doit reconnaître que quelque chose ne va pas. Dans ce mariage, vous voyez une quantité écrasante de personnes de race blanche. Les femmes ont toutes des sacs de créateurs, des bijoux et des vêtements très chers. Mais l'immense majorité des employés qui travaillent ici, comme moi, ne sont pas des Caucasiens, mais des gens de couleur ou des Noirs, comme les musiciens ou les serveurs par exemple. Et cela révèle vraiment beaucoup de choses sur notre société. Rien n'a évolué. À Baltimore, la polarisation de la société n'a pas d'équivalent dans le pays. Et le poids de l'histoire reste un fardeau. En dépit de toutes les bonnes volontés, son avenir immédiat reste bien sombre.